Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur GMTV+. Vous êtes dans le bœuf littéraire qui va, comme son nom l'indique, parler de littérature aujourd'hui. La littérature nous vient d'Aix-en-Provence, tout près de Marseille, ville pittoresque que j'ai eu le plaisir de visiter ces jours-ci. Et celui qui nous apporte cette littérature-là, c'est Cyril Bianga qui y vit et qui y travaille. Nous allons parler de ces 3 livres, mais nous allons nous attarder sur le tout dernier qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan comme les précédents. Bonjour Cyril Bianga. Bonjour Jacques. Comment ça va? Très bien. Alors Cyril Bianga, vous êtes docteur en biomathématiques. C'est ça. Enseignant à Aix-en-Provence. Aix-Marseille. C'est l'université de... Professeur de mathématiques. C'est l'université qui est en face de la gare Saint-Charles ou autre? Ben, ça, c'est l'Académie de Marseille. Très bien, bon, je l'ai vu. Vous êtes également auteur d'articles et ouvrages scientifiques sur les phénomènes sociaux perçus complexes. C'est ça. C'est un gros programme, ça. Vous êtes président du cercle de réflexion et d'action culturelle, économique et sociale de la diaspora africaine en France. C'est à ce titre que je vous avais déjà reçu ici il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 1 an. Il y a 1 an? En 2018. C'est 2018, nous sommes en 2020. C'est ça. Ça fait 2 ans. Ouais. Moi, je compte les mois. Attendez, vous êtes docteur en biomathématiques. Je compte les mois. Ah non, moi je compte tout. C'était en fin 2018. Vous étiez accompagné de Mireille Ebene, est-ce qu'elle va bien? Ça va. Ça va. Bon, Mireille Ebene, on fait un peu le Congo-Ça, la Camerounaise, c'est la petite sœur de Charlemagne Pascal Messanga Nyanding, vous voyez. Voilà, donc il y a des têtes dans cette famille. Oui. Bon. Très disponible, travailleur. Et il y avait Lazare, je crois, aussi. Il y avait Lazare. Tchado Camerounais. De Lyon, De Lyon. Il va bien aussi? Oui, relativement bien. Ça, c'est formidable. Alors, Cyril Bianga, vous avez de la suite dans les idées. Hein? Votre premier livre, du moins celui que je connais, j'espère qu'il est premier aussi dans la norme. Votre premier livre était intitulé Cameroun, le temps des incertitudes. Cameroun, le temps des incertitudes, publié déjà chez L'Harmattan, qu'on peut retrouver sur les plateformes de vente aujourd'hui. Hein. C'est ça, dans toutes les plateformes. C'est un livre intemporel, hein? C'est ça. Le temps des incertitudes. Sorti en 2013. 2013. Qui décrit la situation de la crise qu'on vit aujourd'hui. Oui. Vous avez vu comme... Je l'ai vu juste. Juste, oui. Oui, malheureusement. Malheureusement, oui, on aurait eu... Les leçons qui étaient prodiguées en 4e page, là. Je vais lire cette 4e de couverture pour que les téléspectateurs sachent ce qu'ils peuvent trouver dans ces livres et peut-être aller l'acheter, mais on s'attardera sur le dernier. Voilà, 4e de couverture du premier livre de Cyril Bianga. Le Cameroun est en crise depuis son indépendance et cette crise a conduit à l'émergence à l'émergence de grandes injustices. Elles sont aggravées du fait des accélérations auxquelles les populations sont restées soumises. Ces grandes injustices dessinent pour le Cameroun un espace de risque. La présence de multiples ressources naturelles dont regorge le pays interroge sur son potentiel de développement. Sa population croît de façon rapide et les différents rapports de vraisemblance entre les collectivités et les ressources disponibles offrent des possibilités infinies. Le Cameroun subit des influences externes et le Cameroun souffre de ces influences internes. Selon ces influences, le pays traverse irrémédiablement aujourd'hui le temps des incertitudes. La dynamique des populations camerounaises montre une aspiration au bien-être et au progrès social dans un environnement tapi de risques et d'incertitudes. Ce livre décrit les déterminants qui accélèrent ou qui freinent le développement. Il invite les gouvernants à travailler à réduire les risques et les incertitudes. Voilà. C'était en 2013. C'était en 2013. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous avait inspiré ces livres, Cyril Bianga?
Je travaillais sur les données, sur les métadonnées qui concernent le Cameroun. Et je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup de discontinuité. Vous savez, la régularité des nombres interpelle toujours les gens qui travaillent sur les chiffres des nombres. Effectivement, je me suis interrogé sur l'évolution du Cameroun. Et je voyais des moments de rupture. Et ce moment de rupture m'a interpellé. J'ai écrit ce livre juste pour attirer l'attention sur les risques à venir. Voilà. Les notions de risque sont purement probabilistes, hein, c'est des mathématiques. Et donc, j'en suis arrivé à inviter les gouvernants à travailler à éviter les risques. Et puis, 2 ans plus tard, on a commencé, les premières crises se sont exacerbées, l'anglophone, etc. Parce qu'une crise sociale, c'est ça, ça commence par des petits nœuds de connexion, et ensuite qui s'accentuent, qui s'accélèrent. Des petits mécontentements qui grandissent, voilà. On ne fait rien. Et puis on le voit aussi à partir des bouillonnements qui se font au sein des collectivités, parce que l'une des conséquences de ces crises, c'est que ça a traduit ce livre rouge-là sur le système prostitutionnel. Voilà. Source africaine dans le paysage français. C'est ça. Et donc là-dedans, j'analyse l'évolution de la prostitution, en gros, et je m'aperçois que... de la prostitution réelle. Réelle. Dans les rues. Dans les rues, en France. Et je m'aperçois que le Cameroun et le Nigeria apparaissent discriminants. Et je m'intéresse à savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces groupes. Et je fais ce livre, qui a d'ailleurs conduit à une loi en France, la loi de 2016, sur la pénalisation des clients. Si vous saviez, en 2005-2006, Olivier Enogo, qui est journaliste, mon confrère, ami et frère, et moi tournions déjà un documentaire intitulé Les filières africaines de la prostitution. Ah, j'ai suivi ça. Un documentaire qui a fait tomber 14 têtes, qui aurait fait tomber 14 têtes selon certaines informations qu'elle sait, car ceux qui délivrent des visas aux proxénètes qui amènent ces jeunes filles mettre dans les rues à Paris ne sont pas des noirs, ce sont bien des blancs. Alors, un étudiant a du mal à obtenir un visa pour venir étudier en France, mais un proxénète l'obtient facilement. Tout à fait. Hein? D'ailleurs, dans le livre, je montre bien que si la prostitution existe en France, parce qu'il y a un marché du sexe tarifé. Donc, pour juguler cela, il faut détruire le marché du sexe tarifé. Une façon de détruire le marché du sexe tarifé, c'est de pénaliser les clients. Pénaliser les clients. C'est ça. Très bien. Bon, mais écoutez, vous touchez au sujet, mon Dieu. Vous n'avez pas risqué d'avoir une balle dans la tête, hein? Non, parce que c'est purement scientifique, ça n'a rien de politique, ça n'a rien de... C'est pas contre les réseaux, c'est pas contre les proxénètes. Au contraire, je pense que quand ils le lisent, ils comprennent que c'est pour l'humanité, c'est pour l'humanisme. Ces femmes ont besoin d'être protégées, ces femmes ont besoin d'être accompagnées. Voilà, et c'est important qu'elles soient accompagnées. Parce que moi j'ai échappé à 2 fusillades en tournant ce documentaire-là, et pas en Afrique. À Amsterdam, au quartier rouge, c'est la police néerlandaise qui me sauve. Et ensuite à la gare du Midi à Bruxelles, où j'ai dû conduire dans Bruxelles à 170 à l'heure pour échapper au proxénète. Et au Cameroun, mon pays d'origine, séquestré par feu Suzanne Bombac, alors ministre de la Promotion de la Femme, pour qui nous salissions le Cameroun en faisant ce documentaire, là au moment où le Cameroun était considéré comme numéro 1 de la prostitution africaine en France. Je peux ajouter que à la suite de ce livre, j'ai voulu mener une enquête au Cameroun. J'ai eu l'accord de Mme Tuenté. D'ailleurs, je dis merci. Et j'ai aussi eu l'accord de la déléguée aux femmes, au ministère en France, mais j'ai été bloqué au service financier de l'ambassade de France au Cameroun. J'ai été bloqué là et j'avais un nombre de jours imparti au Cameroun, donc j'ai pas pu faire l'enquête, j'ai pas pu faire cette étude, et c'est resté en suspens jusqu'aujourd'hui. Vous ne pouviez pas. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, Cyril Biaga, ce qui vous amène sur ce plateau aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2020, c'est votre dernier bébé, série sociologie, voilà. Études africaines, série sociologie, c'est quoi ça? Alors ça, c'est parce que ça traite, en fait, alors c'est un livre d'analyse des données. D'accord. Analyse des données et l'interprétation est sociale. Très bien. Le titre du livre est Diaspora et système diasporique, moteur de développement du Cameroun, que vous pouvez retrouver également chez l'Harmattan, l'éditeur, mais aussi sur les sites de vente traditionnels. Voilà, traditionnels. On peut l'avoir sur Internet, dans toutes les... Vous tapez le titre Diaspora et système diasporique de
Cyril Biaga, et vous le trouverez. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture pour vous de mettre de l'eau dans la bouche. Oui, j'adore ça. Buvez un coup, il fait chaud. Nous sommes à 37 degrés de canicule aujourd'hui à Paris, voilà. Diaspora et système diasporique, moteur de développement au Cameroun. Les migrations internationales ont atténué pour nombre de familles les effets de la crise qui secoue le Cameroun depuis plusieurs décennies. Ce livre propose, dans une analyse prospective et prévisionnelle, des stratégies qui font du système diasporique un moteur de développement pour le Cameroun de demain. La dynamique migratoire apparaît comme un phénomène multifactoriel et multidimensionnel qui fait interagir de nombreux facteurs placés à des niveaux de l'espace géographique local, régional, national et international. À chaque niveau, des associations d'individus traduisent un complexe, un degré d'organisation dont le migrant est le centre, qui lui est relié par des opportunités migratoires et dont la finalité se traduit pour lui par un projet diasporique visant à améliorer sa situation personnelle et celle de sa famille ou de sa communauté d'origine. L'analyse des données, des faits, des processus liés à une nouvelle dynamique migratoire qui concerne le Cameroun décrit le système diasporique camerounais tel qu'il se présente à travers un modèle de transformation et de la vie sociale. Un livre important pour comprendre le rôle de la diaspora comme moteur de développement du Cameroun aujourd'hui. Cyril Biaga, la première question qui va certainement fâcher, la diaspora camerounaise semble faire peur au régime de M. Biya. Jamais elle n'est consultée, jamais elle n'est introduite dans une quelconque réflexion. La diaspora est bonne pour envoyer de l'argent au Cameroun et fin. Est-ce que vous ne percevez pas les choses de la même façon que nous autres? Bien entendu, bien entendu. On peut le voir d'ailleurs dans le récit du livre, que cette diaspora, effectivement, est perçue comme une menace. Mais j'ai voulu lire le côté vertueux de la mise en rapport de la diaspora avec le Cameroun. Et ce côté vertueux, c'est comment est-ce que la diaspora se détermine comme étant un moteur de développement. Effectivement, on peut comprendre lorsqu'on regarde l'évolution des autres diasporas. Je pense à la diaspora ghanéenne, la diaspora chinoise, accompagnée par leurs États. Parlons peut-être que des diasporas africaines. Les diasporas africaines qui sont accompagnées, on voit bien que ces diasporas n'ont pas besoin de déployer les forces que j'appelle auto-organisationnelles pour pouvoir se mouvoir. Alors qu'en réalité, au Cameroun, c'est uniquement les forces auto-organisationnelles qui font que la diaspora se meut. Et autant donné que, lorsque vous regardez au fond, le migrant. Alors, je vais donner une définition à ça. Le migrant, en fait, c'est celui qui quitte sa société d'origine ou une autre société et qui met en relation les deux sociétés. Et c'est parce qu'elle met en relation ces deux sociétés qu'elle est diaspora. Voilà. Et si on pourrait trouver une définition à la diaspora camerounaise, on pourrait dire que la diaspora camerounaise est en fait le résultat dans le temps et de la dispersion dans l'espace monde des individus ou personnes originaires du Cameroun, leurs ascendants, leurs descendants première et deuxième génération, et qui sont concernés par le développement du Cameroun. Parce que si on n'est pas concerné par le développement du Cameroun, on ne peut pas être diaspora. Mais ça, c'est dans une définition statistique. Je l'entends. Donc, pour pouvoir traiter mon livre, j'ai dû me donner certaines définitions, certains concepts avant d'avancer, pour avancer. Cette définition me paraissait utile pour comprendre ce que c'est que la diaspora. D'ailleurs, cette définition m'a permis d'évaluer
le nombre de personnes camerounaises qui constituent la diaspora à 6 millions 500. Qui est de la diaspora camerounaise? Celui qui a un titre de séjour dans un pays étranger, au Cameroun, ou celui qui est originaire du Cameroun, tout simplement? Celui qui a des origines avec le Cameroun et qui a des liens avec le Cameroun. Vous pouvez être originaire du Cameroun et vous perdez votre nationalité camerounaise et vous n'avez plus de lien avec ceux qui vendent tout au Cameroun et qui disent bon, moi je suis plus camerounais, je suis français, etc., ne sont pas de la diaspora. Ils sont français. Ceux qui sont de la diaspora sont ceux qui ont le souci du développement du Cameroun. Il faut ce lien. Le développement du Cameroun passe aussi par l'aide à un membre de la famille qui a mal à la tête. Tout à fait. Si vous aidez votre famille en payant la pension alimentaire, ou j'en sais rien moi, ou en payant les scolarités et les soins, vous êtes diaspora. Ceux qui n'ont plus de lien du tout, il y en a, hein, ils ne sont pas diaspora. Alors cette notion de diaspora est importante pour être éclairée. Et à partir de là, effectivement, on peut donc voir ce que la diaspora peut faire. Que fait le migrant camerounais quand il arrive en Europe? Un, il cherche une association, que j'appelle dans le livre organisation sociale. Bien. Deux, au sein de l'association, il y a un projet. Un projet qui peut être individuel ou collectif. Ouais. Ce projet individuel ou collectif a des ramifications sur le Cameroun. Bien. Ces organisations sociales se déploient comme des mobiles, mobiles au sens physique. Un mobile, il est forcément dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parce que ce mobile est dynamique qu'il se déploie et qu'il s'auto-organise. Alors cette auto-organisation de la diaspora camerounaise se fait malgré la réticence ou les menaces du pouvoir. Parce qu'il y a le souci chez chaque Camerounais d'aider sa famille. C'est une permanence. Et c'est ça la diaspora, elle est purement auto-organisationnelle. D'ailleurs, j'ai fait une réflexion sur Vie Cameroun créée par le professeur Santo. Sur Vie Cameroun. Voilà, et où je parlais effectivement qu'ils avaient très bien compris comment fonctionne la diaspora, parce qu'ils l'ont situé sur le plan auto-organisationnel. Le seul endroit où ça planquait, où ça bloquait, c'était dans l'éco-organisation. L'éco-organisation veut qu'on convoque l'État. Or, cela, Atangadi, monsieur Atangadi bloque. Donc l'éco-organisation ne peut pas se faire. Bah, ils ont bien été conviés à l'affaire. Oui, mais il faut qu'ils acceptent. C'est là où je parle de négociation. Donc la diaspora... Vous pensez qu'on peut négocier avec le régime de Yaoundé vraiment? Peu importe, mais je veux dire qu'on est dans un cadre purement intellectuel et de réflexion. Donc, pour que le modèle marche complètement, il faut, la phase auto-organisation, celle que les Camerounais savent faire. Ils le font très bien quand il y a deux. Quand vous voyez un Camerounais qui est décédé ou un parent qui est décédé, ils se rencontrent, ils s'organisent, ils financent. Ça, c'est de l'auto-organisation. Mais quand il faut faire des grands projets sur le plan national au Cameroun, ils ne peuvent pas le faire. Écoutez, c'est bloqué, Cyril Biaga. J'ai mené une enquête il y a 6 mois, 7 mois au Canada sur cette tontine immobilière. Vous avez vu cette émission-là? Je l'ai suivi et justement, c'est très intéressant. Eux, ils peuvent le faire au Canada, mais au Cameroun, c'est impossible. Parce qu'ils sont dans l'auto-organisation. Le jour où il y aura un gouvernement, des gouvernants ouverts à leur diaspora, il y aura l'éco-organisation et vous verrez, le moteur de développement va se faire de façon naturelle. Alors j'en profite, chers téléspectateurs, pour vous faire un petit congossa. Un ministre du régime Dia qui a vu cette émission s'est confié à un proche à moi et lui a dit: ce que moi il faut faire là, c'est vraiment bien, hein? On pourrait diffuser ça ici à la CRTV, mais si on fait ça, on va penser qu'on veut enlever le président Biya. Voilà, commence à raisonner. Regardez, on commence à raisonner. Ça, c'est le manque de détachement. Il faut une forme de distanciation entre l'objet perçu et sa vie sociale, parce qu'en fait, je sais pas, mais je crois que c'est colonial. C'est une méthode, c'est purement colonial, et la distance démocratique qu'il y a entre nous et ceux du Cameroun est tellement grande qu'il y a des choses que nous avons du mal à percevoir comme possibles, mais qui sont rendues naturelles au Cameroun tous les jours. Avant de lire la page, un bout de la page 45, je vais tout de suite vous dire, chers téléspectateurs, ce modèle organisationnel des Camerounais de Montréal a aujourd'hui pris vraiment de la place dans les autres diasporas africaines. Les Maliens vont les voir, les Burkinabés vont les voir, les Ivoiriens, les Congolais, et s'inspirent d'eux, Camerounais,
pour implémenter ce modèle-là chez eux. Il y a un génie camerounais. Voilà un génie camerounais qui est là les autres. qu'on ne peut pas arrêter. C'est ça qui est la force du génie, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Finalement, des Camerounais aident. Bon, tout ça c'est l'Afrique, mais c'était bien qu'il l'implémente au Cameroun. Tout à fait. Mais il l'implémente ailleurs. Mais ça se fera. Ça se fera. Je touche du bois. Oui, ça se fera. Alors, un passage m'a marqué dans votre livre, Cyril Biaga. Vous me permettez de lire juste ce paragraphe-là. Grandes injustices et violences économiques. Page 45, deuxième paragraphe. Vous dites ceci. On ne quitte pas sa famille, sa culture et ses racines par choix volontaire. Les migrations venant du Cameroun résultent d'une conséquence de la surexploitation de son écosystème, de la présence d'une main-d'œuvre très pauvre, mal protégée et peu organisée, déjà victime d'une monnaie moribonde, plusieurs fois dévaluée. Des populations sans défense dont les ressources naturelles et minérales sont abusivement exploitées, des populations contraintes à cultiver les produits qu'ils vendent ensuite à vil prix. Est-ce que vous avez compris pourquoi ce chapitre, pas ce chapitre, ce paragraphe m'intéresse? C'est l'actualité du Cameroun. Les tomates. Oui, tout à fait. On trouve les tomates là-dedans, la crise des tomates. C'est ça. La mauvaise organisation. C'est un vrai microcosme, monsieur. Je peux m'arrêter là, chez téléspectateur, acheter ce livre, lisez-le. Il est d'une richesse. Un seul paragraphe a résumé la crise économique au Cameroun. C'est ça. La monnaie moribonde, le franc CFA. Aujourd'hui, M. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se sont réunis le 19 décembre dernier à Abidjan pour faire une petite messe qui n'intéressait que les seuls prêtres pour enterrer EcoWatt et créer un écho de l'humour qui ne marche pas. Et dans mes investigations, il se dit que l'Afrique centrale aurait tenu une réunion par visioconférence ces jours-ci et décidé d'emboîter le pas à l'humour. Est-ce que vous avez des informations sur cet éco-CFA qui va s'installer en Afrique centrale, peut-être? Non. Toutes choses égales par ailleurs, c'est peut-être ça. Hein. Comme ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, on imagine qu'il va se passer la même chose en Afrique centrale. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a des dynamiques nouvelles et que les Africains, il y a 20 ans, pensent autrement. Aujourd'hui, on a des enfants. Nos enfants nous parlent beaucoup. Ils sont concernés par le Cameroun, par l'Afrique. Donc, ils posent des questions essentielles. Et je ne pense pas que ces enfants puissent accepter qu'il arrive demain à ce Cameroun. Notre génération, oui. Notre génération, elle ne pourra pas faire grand-chose. Mais nos enfants feront bouger le Cameroun, c'est clair. Et feront bouger la France. Moi, je suis persuadé de ça. Dans les 50 ans qui viennent, eh ben, ces enfants sont tellement curieux du devenir du pays de leurs parents que leur souhait, leur vœu, c'est de voir une transformation réelle de société à société, une égalité qui soit la plus diffuse possible. C'est cette égalité-là qu'ils recherchent. Il est très optimiste, ce Cyril. Bien sûr. Dans un pays où on voit la diaspora comme étant une menace, il est optimiste. On va les empêcher de changer des choses dans ce pays-là. Je suis convaincu que ceux qui tiennent ce pays aujourd'hui ne seront plus là demain. Je suis convaincu. Les enfants sont là, hein? Oui, mais ces enfants ont une autre dynamique, ils ont une autre pensée. Et je ne crois plus que... Je prends un exemple simple. Ici, nos enfants qui naissent en France, ils sont français. Bon, du moins, c'est ce qu'on leur dit. Il faut leur souffler la culture du vote à la maison. Il faut leur apprendre à voter pour influencer le cours de l'histoire de la politique en France. S'ils influencent le cours de la politique en France, de façon indirecte, ils vont influencer le cours de la politique en Afrique. Ah, ça c'est vrai. Voilà, donc il faut du temps pour ça. Ça c'est vrai, Cyril Biaga. Merci de reprendre mon discours vieux de 12 ans, de 13 ans. Voilà. Du temps où j'étais élu interne à l'UMP, je disais à mes frères noirs et arabes, mais allez voter. Vous voulez que ça change au bled? Commencez par voter ici, sinon vous ne pourrez rien changer au bled. Voilà, c'est ça. C'est beau ça. Comment ça, il faut faire bouger ici. Vous voyez que le président Macron, il s'en fout ce que vous voulez, manifestation là, si ça ne bouge pas son vote ici. Ouais. Alors si on menace son vote, ben, il va écouter. Il va vous écouter, hein, c'est clair. Et je crois que c'est dans ce sens. Est-ce que les Africains doivent lire entre les lignes?
allez voter contre Macron je pense que ça va se faire. Si vous ne libérez pas l'Afrique. Je pense que ça se fera avec le temps. Dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, la couche populaire issue de l'immigration africaine va faire bouger les choses. Donc, à condition qu'elle sorte de l'église, cette couche populaire-là, car on les trouve plus dans les églises que dans les bureaux de vote. Hein? Bon, c'est sûr, c'est vrai qu'avant, les enfants d'immigrés, les Beurs, pour les Arabes, nos enfants, nous, avaient des parents qui n'étaient pas très cultivés à l'époque. C'était des ouvriers qui travaillaient à l'usine et qui rentraient à la maison et qui avaient très peu de soucis d'éduquer. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Certains veulent aujourd'hui, vous avez des sorties après 20 heures en France. Hein. Aujourd'hui, vous avez des parents qui sont ingénieurs, qui sont machins, c'est fini ça. Vous croyez que le papa qui est ingénieur ne va pas éduquer son enfant? Comment il se prénomme le fiston? Non, je pense que... Petit Diaga Junior. Il faut voter, hein? Bon, on va te surveiller. Alors, la monnaie, comment en sortir? Franchement, il est aujourd'hui acté que tant que l'Afrique noire francophone n'a pas sa propre monnaie, n'est pas maître de son destin monétaire, elle ne s'en sortira pas. Comment quitter le joug néocolonial français pour se faire sa monnaie? Vous avez une petite idée là-dessus? Le débat de la sortie du joug néocolonial, que tu appelles néocolonial, et qui pour moi c'est le joug du franc CFA, cette sortie, il faut la préparer. C'est pas quelque chose qui a été mis en place dans les années 59, 58 et qui perdure depuis plus de 60 ans. On ne défait pas ça comme ça. Il y a eu des ramifications, il y a eu des constructions, il y a eu des écrits autour, il y a des ficelles qu'il faut déficeler. Et pour déficeler, il faut déjà avoir accès à ces données. Est-ce que nous avons accès à ces données? C'est la première chose qu'il faut savoir. Il faut d'abord, accéder à ces données. 2, voir ce qu'il faut déconstruire. 3, s'asseoir autour d'une table et reconstruire. S'asseoir autour d'une table avec qui? Avec ceux qui ont construit. Ceux qui ont construit la France. C'est le colon, oui, c'est le colon. Je peux vous garantir, je peux le dire, hein, je ne les vois pas en train de s'asseoir autour d'une table, les Français blancs. Mais vous ne pouvez pas non plus l'avoir en du temps. Vous n'avez pas les moyens de lutte. De la lutte. Bon, c'est ce que vous pensez? Je pense que vous pouvez négocier. Il y a des exemples qui existent. Lesquels? De négociation. Peut-être. La Chine, peut-être, n'avait pas de monnaie coloniale, mais en fait, on voit comment elle est rentrée dans le jeu. Voilà. Il faut que l'Afrique prenne le temps de retrait, sortir du monde pour se réapprendre par soi-même pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avant de revenir dans ce monde violent. C'est un monde violent. Vous les Africains, vous parlez beaucoup. C'est ça le problème. Vous parlez beaucoup. En fait, c'est ma vision. Tu m'as posé une question, Jackie. Il serait bien peut-être de taper un coup de pied dans la fourmilière, sachant qu'on va souffrir. Il faut avoir les moyens. Les moyens, on n'a pas toujours besoin de moyens pour faire quoi que ce soit. Hein? Ben si, il faut avoir les moyens. Alors, le premier moyen, c'est ça. Le premier moyen, c'est d'être sûr que les gens qui vous représentent vraiment le peuple. Ah ben voilà, c'est le premier moyen. C'est ça la clé. Ben oui. Donc si, aujourd'hui, tu ne peux pas taper, puisque tous ces gens qui nous dirigent sont des valets. Il faut d'abord se débarrasser de ces gens, premièrement. Donc il faut être sûr que ceux qui nous gouvernent ne sont pas des valets. Premièrement. Bon, et ça, il faut du temps. Il faut le construire. Il faut débattre, il faut chercher. D'accord? On ne peut rien avoir sans construction. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas aller dans la violence. Hein. En face, ils ont été violents. Ils sont très violents. Ils ont toujours été violents. Bon. S'ils n'étaient pas violents, l'armée française ne se baladerait pas. On ne va donc pas répondre à la violence par une violence. On va donc chercher, on va réfléchir. Je crois que là, il y a plein de choses. Hein. Vous voyez qu'il y a des solutions à tout problème. Tout problème, il y a des solutions. Il suffit de réfléchir. Il faut que les gens soient capables de s'asseoir autour d'une table et de réfléchir, même entre nous. La difficulté des Camerounais, c'est qu'ils ne s'asseyent pas pour discuter. Ils s'asseyent pour se chier. Ils s'insultent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand vous émettez une idée, ils débattent l'idée avant même le débat. Ils combattent l'idée avant le débat. Avant le débat. Et ça, c'est terrible. Et là, c'est l'inculture. Il faudra du temps pour que les gens peu incultes s'asseyent autour du table. Vraiment, c'est l'inculture, hein. C'est pas lié au niveau d'études. Hein. Non, ils sont parfois des professeurs, hein, mais qui sont incultes. Aussi, voilà, ils vous tapent dessus, ils vous machent, vous ne comprenez pas. Donc il faut laisser le temps que cette couche de population laisse la place à ceux qui peuvent penser,
Ensuite, ça se fera naturellement. Si Mais c'est un combat qui est long. Si le Quai d'Orsay le veut bien. Non, je pense que... allez demander ça à Jean-Yves Le Drian. Je ne pense pas qu'il faut demander l'accord. Ils vont suivre le mouvement. Moi, je ne crois pas qu'ils... Si vous bougez, ils vont interdire. Non, je ne pense pas. Hein. C'est quand même des gens... Je connais comment ça fonctionne là-bas. Non, ils ne vont pas être contre. Hein. Ils vont suivre le mouvement. Ah bon? Oui. Quand vous marchez là, ils vous observent. Hein. Oui, je sais. Ils vous observent, ils analysent, ils voient... Même sans marcher, même là où nous sommes en émission, ils nous observent. Et ils voient si vous pouvez aller loin ou pas. Diaspora et système diasporique moteur de développement du Cameroun de Cyril Biaga, publié aux éditions L'Harmattan, que vous pouvez retrouver dans les librairies. Vous pouvez acheter sur Internet via les sites comme Amazon, je crois bien. Y a-t-il d'autres sites sur lesquels on peut se le procurer? Tous les sites. Vous l'avez partout. La FNAC, Amazon. FNAC, voilà, vous l'avez partout. C'est vraiment ouvert. Vous avez tous les sites, il n'est pas sujet un petit peu plus. Ah si, mais tu pourras le mettre maintenant, sujet un petit peu plus. Voilà. Il coûte pas très cher, c'est 25 €. 25 €, oui. Mais... Parce qu'avec 25 €, ils vont dans une soirée, ils dépensent 100 € de l'entrée dans une soirée. Voilà. C'est ça. Ou bien c'est même moi qui l'a dit. Bon. C'est intéressant parce que dans les effets du transnationalisme, dans ce livre, je traduis un peu l'événement de la basse sur le plan politique. Vous voyez, c'est intéressant. Il y a tout un petit paragraphe là-dessus qui montre bien qu'il y a un mouvement en route et la convergence de tous ces mouvements. Vous croyez toujours à ce mouvement de la basse aujourd'hui? C'est pas un problème de croire, c'est pas un problème de voir qu'il y a une convergence de mouvements. Et qu'elle soit politique, ça c'est politique. Ça c'est activiste, pardon. C'est un mouvement activiste, vous avez d'autres mouvements qui sont des mouvements sociaux, qui sont des mouvements intellectuels, qui sont tous ces mouvements quand ils vont converger, vont faire bouger les choses. Il ne faut pas regarder un mouvement plus que d'autres, il faut les associer. Voilà. Et les associer, chers téléspectateurs, il faut commencer par lire ce livre avant d'associer tous les mouvements, avant d'associer toutes les initiatives, ce qui est nécessaire si on veut sortir le Cameroun de sa léthargie. De cette longue crise qui risque de rendre le Cameroun, ce que j'ai traduit par le péril camerounais. On en est là, pas loin. Voilà. On sort d'une crise, on rentre dans ce que j'appelle le péril camerounais. Il faut faire très attention. C'est désespérant. C'est pas désespérant, mais le Cameroun a une chance extraordinaire. Elle a une diaspora phénoménale. Voilà. Et sa chance viendra de la diaspora. Dynamique, à tout point de vue. Bien formée. À tout point de vue. Et sur ce plan, c'est là où appelez au Cameroun, interrogez une famille qui a un problème. Vous allez vous observer que cette personne ne mise que sur la personne qu'elle a en diaspora. Chaque famille au Cameroun a au moins une personne dans la diaspora. Cette personne qui finance, c'est-à-dire que cette personne vit de façon résiliente. La résilience est supportée par la diaspora. Contrairement à ce qu'on nous veut faire croire au Cameroun, que les Camerounais supportent la résilience. Non. Et si on analyse au fond, on verra bien que le côté amorphe de la population camerounaise que les gens attendent de la diaspora viennent du fait que la diaspora finance. De façon permanente. Tout le temps. Arrêtez d'envoyer de l'argent, ils vont... On ne peut pas non plus arrêter d'envoyer de l'argent puisqu'il en va de la vie des familles. C'est suicidaire. Si quelqu'un meurt de faim, il va peut-être se lever et bouger. Hein? C'est difficile. C'est très difficile de mener une telle péréquation. En plus, c'est une péréquation. Pas évident. Il faut raison garder, continuer de se rencontrer, de parler. Les Camerounais doivent le faire de façon permanente. Se rencontrer, parler, discuter, mettre en place des voies et moyens pour sortir cette crise. Parler mais calmement et sans s'insulter. Sans violence. Sans s'insulter, sans violence. Et ce qui est beau dans le cas du Cameroun, c'est qu'il n'y a pas jusqu'ici de violence. Je l'espère qu'il n'y en aura pas. Pardon? Et le nozo, c'est quoi? Je veux dire au sens social. La violence au sens... oui, celle du nozo, c'est une grande violence. Alors... Mais c'est pas la violence au sens... Ça, c'est une violence au sens de la guerre. Au sens politique. Au sens politique. Je parlais pas de cette forme de violence-là. Je parle de violence sociale, où les populations... on a vu des petits bouts, là, il n'y a pas très longtemps, sur l'exacerbation du fait ethnique dans les réseaux sociaux. Ça, c'est des violences inacceptables. Voilà. Je pense que ça s'est calmé un peu. C'est cette forme de violence. J'ai pensé à cette forme de violence. Si je vous résume,
Et il résume ce livre. Ce que j'ai compris, c'est la chance du Cameroun, c'est sa diaspora. Est-ce que je l'ai bien résumé? Tout à fait. C'est-à-dire que le Cameroun sortira de là où elle est aujourd'hui, de rentrer dans un péril, si elle se fait accompagner par sa diaspora. Le Cameroun doit s'ouvrir à sa diaspora. Le Cameroun doit s'ouvrir à sa diaspora. Voilà, parce que la diaspora, aujourd'hui, ne fonctionne que sur 4 forces. Il n'y a que 2 sur lesquelles elle a un pilier. Sa démographie et son transfert de fonds. Le transfert de fonds. Les 2 autres forces annihilent son action. C'est-à-dire il y a une force qui est l'État, qui ne l'accompagne pas. Et puis il y a une autre force qui est que le Cameroun s'impose par lui-même de façon, ce que j'ai appelé l'inclusion implicite. Le Cameroun s'inclut de façon implicite dans la socialisation au Cameroun, en finançant les projets sociaux. Elle s'inclut. Alors qu'elle n'est pas acceptée de façon explicite. Elle n'est pas acceptée du tout. De façon explicite. Donc ces forces se neutralisent. Si ces forces sont dynamitées, eh bien les 2 forces, qui sont démographie et transfert de fonds, vont faire évoluer le Cameroun. Que les dirigeants de ce pays, qu'ils soient légitimes ou pas, regardent dans le pays voisin du Nigeria. Vous voyez ce que j'ai plein d'amis. Au Ghana. J'ai plein d'amis nigérians que j'ai connus au Gabon, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Au Ghana. Au Ghana, voilà, au Ghana. Moi, j'ai eu à consulter la diaspora ghanéenne pour voir comment il fonctionnait. La diaspora ghanéenne est particulière, hein. Elle est accompagnée, elle est même très installée à Lyon, très organisée. Ah bon? Oui. Mais j'aimerais bien les rencontrer, ma petite caméra. Ils ont tout un modèle social qui est très intéressant. Et leur président s'appuie dessus. Là, il a dit, quand on était invité à la rencontre à l'Élysée, il a dit que je suis venu chercher ma diaspora qui a suffisamment donné à la France. C'est beau ça. Pendant ce temps, M. Paul Yann n'y pensait pas. Chers téléspectateurs du Bœuf littéraire, j'espère que cette émission vous a plu. Oui, le Cameroun a une chance. Cette chance s'appelle sa diaspora. Mais est-ce que ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui l'ont compris? Je ne crois pas. Est-ce que ceux qui le dirigeront demain s'appuieront sur cette diaspora-là? Cyril Biaga semble y croire. C'est la raison pour laquelle il a commis ce livre que vous pouvez donc retrouver chez l'Harmattan, que vous pouvez retrouver via les sites de vente comme Amazon, la Fnac et bien d'autres. Cyril, un petit mot de fin avant qu'on conclue ce petit programme. Que les diasporas camerounaises de par le monde se tiennent par la main et qu'il y a espoir et que les transformations sont là, se dessinent à l'horizon et que nos parents, nos proches que nous avons laissés en Afrique bientôt trouveront le sourire. Voilà ce que je souhaite et c'est mon vœu le plus cher. Merci beaucoup Cyril Biaga et continuez de travailler comme ça, j'adore, je vais garder tout ça, je dirais, pour bien comprendre. Chers téléspectateurs de JMTV+, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours d'ici là. Chers amis, chers frères, gardons la banane. À bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Vous êtes sur JMTV+.